Bonjour et bienvenue dans l'Astrocast, le podcast tech dont l'agenda de sortie le plus mystérieux du game. Mais rassurez-vous, notre régularité est inversement proportionnelle à la qualité de ce qu'on dit ici. Et en parlant de qualité, laissez-moi vous présenter mes deux invités d'aujourd'hui. Le premier, vous le connaissez peut-être déjà parce que c'est déjà la deuxième fois qu'il vient ici. Il est lead développeur PHP, il s'agit de Noël. Comment ça va, Nono ? Salut, ça va très bien et toi ? Ça va très bien. Rapproche un tout petit peu du micro, comme ça on est au max. Écoute, je faisais une petite stat dans ma tête là, calcul mental. Je pense que tu as été là dans les 2/3 des épisodes. À peu près, ouais. À peu près dans les 2/3 des épisodes. Donc j'ai envie de t'offrir un nouveau titre. C'est le titre de parrain de ce podcast. J'espère que ça te fait plaisir. Ah bah merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Voilà, tu es le parrain dorénavant. Mais tu n'es pas tout seul ici parce qu'on est accompagné de notre deuxième invité. C'est sa première fois ici, mais attention parce que il est presque spécialiste du sujet d'aujourd'hui, sans vouloir lui mettre une quelconque pression. Mais tu es développeur full stack JS. Salut Bastien, comment ça va ? Bah écoute, ça va nickel. Trop bien. Écoutez, le sujet d'aujourd'hui, pour ne pas trop le spoiler, mais c'est la clean architecture. Voilà, un sujet qui défoule les passions et les débats. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, on va faire un petit jeu, un petit icebreaker, voilà, histoire de s'amuser un petit peu avant de se battre sur les sujets de la clean. Et comme à l'accoutumée, on va faire un jeu un peu différent d'habitude. On change à chaque fois et cette fois, on va faire un tu préfères. Ah. Mais attention, pas un tu préfères trop classique. Moi, j'ai envie de faire un truc quand même avec un peu plus de sel. Donc, j'ai rajouté une petite règle sur le tu préfères. Il y aura 2 propositions, comme dans tous les tu préfères. Mais il y aura aussi une 3e proposition. Attention. Mais la 3e proposition, elle est cachée. Elle va être mystère. Elle peut être soit beaucoup mieux que les 2 premières, soit bien pire. Donc, si pour vous, les 2 premières... c'est un peu comme la peste ou le choléra, vous pouvez dire, bon, on choisit plutôt la 3e, mais c'est à vos risques et périls, ça peut être mieux ou bien pire, ok ? Ok, ça marche. On va faire une première pour voir si on a bien saisi le concept. Alors, est-ce que tu préfères ne pouvoir écrire du code qu'à la voix, donc en voice to text, quoi, dans un café très bruyant, ou pouvoir écrire normalement, mais à chaque touche de ton clavier, ça produit un son Windows ? Ou l'autre ? Alors là... Pas évident. Autant à la voix, ça peut être très chiant. Parce que t'es chevron, machin, truc... Exactement, et d'autant plus que t'es dans un café, il y a du bruit C'est autour, quelqu'un dit un truc à côté de toi, ça s'écrit sur ton IDE, c'est un peu chiant. Je pense que je choisirais taper normalement, mais avec le bruit Windows. Ah ouais, au bout d'une journée de travail, je pense t'en as peut-être un peu marre. Non C'est vrai qu'il y La a strat boule qui est... il y a cette stratégie-là. Comme ça, t'entends pas tes collègues en même temps, donc... Bon, il a tout gagné en fait, à chaque question, il va me niquer le jeu en fait. Bah moi j'aurais choisi la première, parce que je me dis qu'avec les IA, etc., tu peux parler à une IA, lui dire ce que tu veux. Et en plus, moi, quand je parle de mon code, ça m'aide à réfléchir. Ah. J'ai tendance à le faire, la technique du canard en Oui, plastique, du qui petit est canard, une vraie technique sur Wikipédia, J'aime etc. beaucoup cette... je suis à 2 doigts de me tatouer un petit canard quelque part sur l'avant-bras pour vraiment avoir quelqu'un qui parlait pour la stratégie du canard. Du coup, là, pourquoi pas. Ça marche très très bien. On est d'accord que ça marche très très bien. Je sais pas si vous voulez savoir l'autre. L'autre, c'était, tu peux écrire dans le silence, mais à chaque fois que tu appuies sur la touche entrée, ton ordinateur redémarre. Ouf. Ah ouais, c'est un enfer, ça. Parce que c'est vraiment la pire. Un je petit crois peu que compliqué. c'est pire. Ouais. Tu peux t'en sortir avec d'autres touches et tout, mais bon, un peu compliqué, T'enlèves la touche entrée. Ouais, c'est clair. grosso modo. Alors, affirmation suivante, est-ce que tu préfères que tout écho l'API de ton application soit consultable publiquement par n'importe qui, ou alors que tes logs d'erreur soient envoyés directement à ton patron, ou l'autre, ou la proposition mystère? Bah vas-y, je commence. Bah, Vas-y. personnellement, la deuxième, parce que le patron, il a autre chose à faire, il la lira pas, que la première, ça me fait virer assez vite. Ça peut créer un sentiment de panique, une ambiance un petit peu particulière en fonction du patron s'il n'est pas vraiment à l'aise avec... Je pense que le patron, il va juste faire une règle de filtrage dans ses mails, comme nous, on a l'habitude de faire. Ok, un patron bienveillant. J'ai le droit de niquer le game aussi. Vas-y. Bah, au lieu de loguer en erreur, tu logues tout en warning. Et du coup, le patron les reçoit pas et toi, du coup, tu binds Il est très fort. Il est très ton fort. monitoring sur les warnings au lieu des erreurs, quoi. Et je vais vous donner l'autre. Tout est normal, mais à la moindre erreur, tu dois aller personnellement et physiquement t'excuser auprès de chaque utilisateur impacté. Elle est incroyable, celle-là. Elle est assez incroyable, effectivement. En fonction de ton application, ça peut être drôle. Oui, alors Ouais, ça c'est peut clair. très bien se passer. Hein. Si c'est ton side project à toi et qu'il n'y a que ta famille qui l'utilise, en soi, Ça va vite, quoi. c'est la meilleure proposition. Tu préfères ne pouvoir communiquer avec ton équipe qu'avec des requêtes SQL. Donc tu es sur Teams ou sur Slack et tu fais des selects, ok, ou
où tu dois devoir écrire toutes tes documentations sous forme de haïku. Vous savez ce que sont les haïkus? Ces Ouais. courts poèmes japonais qui sont en 3 phrases rapides, ou l'autre. Hop. Je pense que là, je vais choisir l'autre. Parce que Ouais. autant SQL, ça va être très chiant. Les haïkus, encore pire, je pense, pour moi. Bah, en vrai, je pense que je vais dire l'autre aussi, parce qu'on pourrait toujours imaginer une IA qui te. Bon, ChatGPT refactorise-moi ce truc en haïku, voilà, c'est fini, mais allez, pour le fun, on va dire l'autre. L'autre, tout simplement, je le retrouve, voilà, tu peux communiquer normalement, Ouais. mais tous tes messages ont un délai de 24 heures pour s'envoyer. Ah, Bon, c'est comme si tu bossais avec une équipe aux États-Unis ou un truc Oui, comme au ça, final, quoi. oui, c'est pas faux, ouais. c'est pas, un c'est petit pas plus décalage mal. horaire. Et puis au moins, ça permet, tu vois, de donner de l'importance à chaque message. Tu sais que Oui. tu vas tout mettre correctement dedans et la conversation va pas commencer par un salut, Ça va? ça va. Voilà. Non, parce que ça, voilà, c'est le truc qui On est peut un d'accord petit que peu- c'est le pire qui existe. C'est sur en Terre. plus, c'est le quotidien des mecs à la NASA qui font ça avec des rovers sur Mars. Hein, c'est un peu la même C'est chose. vrai, c'est vrai. C'est vrai, donc comme quoi on peut le faire. Oui. Donc non, mais je suis plutôt d'accord avec vous. Ensuite, alors oui, travailler sur un projet. Est-ce que tu préfères travailler sur un projet où tous les fichiers sont nommés service 1, service 2, ou sur un projet où toutes les fonctions ont un minimum de 50 paramètres, Oh, vache. ou l'autre? Ah, je pense que c'est facile. Hein. Je pense que c'est la première. Hmm. Avec les idées modernes, tu fais un bon contrôle F, ça marche. Hein. C'est vrai. Puis même avec une bonne IA intégrée Oui, à voilà, ton c'est IDE, ça. ça peut permettre de t'y retrouver Mais pas oui, mal. Moi, c'est extrême. Par contre, la complexité d'une fonction à 50. Oui, c'est encore pire, ouais, je suis bien d'accord. On Mais est vu que j'aime d'accord. pas ni l'un ni l'un d'eux, moi je dirais l'autre. Eh bien, l'autre, c'est la structure du projet, elle est parfaite, mais la personne qui l'a conçue, elle est partie sans laisser de notes ou de doc. Mais j'ai tendance à dire que si la Si c'est structure bien du fait, y a pas projet besoin est d'être si là, hein. parfaite que ça, Exactement. normalement, on devrait bien s'en sortir. Voilà, doc as code, ou code as doc, je sais jamais dans quel Petite sens ça transition va. cleanarchy. Ouais, Et- c'est clair. Exactement. Bah, dernière question, justement. Travailler dans une équipe, est-ce que tu préfères travailler dans une équipe où chaque réunion dure exactement 3 heures, ou ne pouvoir communiquer avec eux qu'avec des emojis, ou l'autre? Les emojis. Les emojis, moi j'aime bien personnellement. Je pense que les emojis, c'est moins une que souffrance que 3 3 heures. heures, Hein. 3 heures, c'est un séminaire. Ouais, c'est clair. Et l'autre, c'était tout est normal, mais à chaque réunion, tu dois mettre la caméra et appliquer un filtre au hasard sur ta tête. Ce qui, en fonction de la réunion, Franchement, j'aurais préféré du coup celle-là. Bah, Ouais, c'est en clair. daily, ça va. Sur une réunion un peu plus sérieuse, tu peux passer un peu pour un guignol. Sur les réunions de crise et tout, ouais, ça va. Ouais, voilà, c'est ça. Mhm. Et donc, on va pouvoir passer au sujet de cette vidéo qui est donc, comme je le disais, la clean architecture. J'ai en face de moi deux pontes. non, alors, pour être totalement honnête, il n'y a aucun grand expert de la clean architecture ici, mais il y a du moins des personnes qui l'utilisent au quotidien. Vous l'utilisez au quotidien tous les deux, Ouais, ça. de ce que je sais, dans vos missions, peut-être même sur vos projets perso. Vous avez quand même pas mal essuyé les plâtres sur les bonnes pratiques par rapport à la cleanarchie. Toi, Nono, tu as fait même une presse en interne chez Eleven Labs sur la cleanarchie. Après, moi je suis plutôt de l'archi hexagonal, mais c'est pas très loin. Mais de justement, on va la pouvoir en cleanarchie. parler, parler un peu des différences s'il y en a et comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver. Mais avant toute chose, est-ce qu'on peut essayer de définir, pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne savent pas ce que c'est que la clean architecture, ou du moins en ont un concept flou, comment est-ce qu'on peut définir un peu en quelques mots la clean architecture? Je pense que la clean architecture, c'est la protection du métier vis-à-vis de tout le reste. Donc, que ce soit dépendance externe, manipulation de données, c'est vraiment, on veut que le métier, on puisse facilement le lire, le sortir, etc. en cas de besoin. C'est vraiment protéger le métier avant tout. Les règles métiers, du coup, Ouais, principalement. c'est ça, Ok. la business logic. De l'isoler en gros de tout ce qui est externe et par exemple de pouvoir le passer d'un framework à l'autre ou n'importe quoi très facilement et de pas avoir de grosses dépendances, quoi. Ok, donc c'est minimiser au maximum les dépendances. Mm. Et, En fait, c'est vraiment juste on orchestre des couches d'abstraction. C'est tout simplement. Je pense qu'on peut pas résumer mieux que ça. Que au final, la logique métier, c'est quoi? C'est une suite de procédures à respecter qui va correspondre aux besoins du produit. Et du coup, en fait, on a envie que cette logique, elle fasse surface via justement cet orchestrement d'instructions qui, au final, ne sont que des abstractions, mais au moins, avec cette orchestration, on voit en gros ce qu'on veut faire. Et du coup, si on rentre un peu plus dans le concret, tu parles de couches d'abstraction. Quelles sont, grosso modo, par exemple, les couches qu'on peut retrouver classiquement dans une clé architecture? Est-ce qu'elles ont des noms? On voit parfois un schéma un peu sous forme d'oignon avec différentes couches. Est-ce que c'est quelque chose qui est réel, qu'on retrouve vraiment dans des projets? Et quel est l'usage de ces couches? On le retrouve pas sous forme de couches, hein. Ça Mhm. va être plutôt des dossiers dans lesquels on va disposer différents éléments. Mais oui, du coup, au centre, on va avoir le domaine. Ensuite, on va avoir toute la partie application ou use case qui va être du coup
les interactions, les fonctionnalités que tu vas avoir sur ton domaine. Et après, au dehors, tu peux rajouter certaines couches, mais on va dire sinon tu vas avoir tout ce qui est infrastructure en dehors, et du coup, qui va être là lié par une interface, qui va permettre, via cette interface, de pouvoir interagir indifféremment de ce qu'il y a derrière, quoi. Ok. Et tu parlais d'archi hexagonal juste avant, Nono. Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'archi hexagonal par rapport à la clean? Est-ce qu'il y en a une qui s'inspire de l'autre? Est-ce qu'elles sont complémentaires, différentes? Alors, j'ai pas l'historique des deux. Je dirais plus que la Clean Archi est un peu plus directive dans la manière d'organiser ses fichiers et dossiers, alors que l'archi hexagonal va juste définir le fait que ton domaine doit se limiter à des interfaces pour communiquer avec l'extérieur. Ok. Bah, du coup, pour compléter, en fait, pour moi, la différence, c'est que l'hexagonal, ça protège pas la même chose que la clean archi. L'hexagonal, ça va plus avoir tendance à protéger la façon dont tu interagis avec les données. Et je pense que l'hexagonal est né du besoin au final, Internet, ça a explosé. Le besoin de scale ton projet, il est un peu récent au final, entre guillemets, sur les 100 dernières années, c'est très, ça va très vite. Et du coup, l'archi hexagonal, c'est la réponse naturelle à j'ai besoin de scale mon truc. Du coup, potentiellement, je change de système de base de données. Et du coup, j'ai envie de protéger cette façon d'interagir avec ma base de données pour que le jour où, en gros, j'ai ce besoin, et du coup, je puisse facilement faire la transition. Que la clean architecture, du coup, ça va être pareil, né d'un besoin naturel de l'industrie. Que finalement, les dernières années, on a vu que les très gros players, à savoir Netflix, etc., sortaient de plus en plus dans les microservices, etc. Et la clean architecture, dans tous les avantages que ça a, c'est très facile de sortir du coup d'un monolithe ton métier dans un microservice parce que justement la clean architecture protège le métier et pas juste une façon d'interagir avec la donnée. Voilà. Ok. Et ça me rappelle quelque chose. Moi, quand il y a quelques années, moi, je faisais du DDD, donc Domain Driven Development. Je pensais que c'était une architecture à part entière, alors qu'en soi, pas vraiment. Mais ma question, c'est est-ce que le DDD, c'est des principes qui sont fondateurs un peu de la clean archi? Est-ce que c'est des principes, si on les applique, on peut faire de la clean, ou est-ce que c'est une erreur un peu qu'on peut faire et c'est pas vraiment la même chose? Je pense que le DDD, tu peux l'utiliser peu importe ta manière d'architecturer ton projet. Le DDD, ça veut juste dire que ta classe, elle possède la responsabilité d'un peu de ce que c'est faire, et tu vas faire attention à ce que t'es pas juste des getters-setters dessus et que n'importe qui puisse interagir avec. C'est toi qui vas définir comment on interagit avec ta classe. Mais après, cette manière de faire, tu peux la décliner dans de la clean archi, dans de l'archi hexagonale, ce qui est d'ailleurs plutôt une bonne pratique de manière générale pour éviter d'avoir des objets un peu bâtards où n'importe qui peut interagir et t'as pas de contrôle dessus, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. En fait, si je peux compléter aussi par rapport à un exemple que j'ai vécu moi-même, c'est que moi, en gros, j'ai démarré tout au début de ma carrière sur Angular. Et Angular, en fait, dans les coding guidelines, tu vas voir que dès cette époque-là, c'était Angular 2.0, donc ça fait quand même un petit moment, il te parle de domain oriented module. Et en fait, c'est vraiment juste une façon de séparer la responsabilité. Et eux te conseillaient de dire, du coup, vu que nous, on a organisé un module chez nous, faites ça par domaine. Et au final, le Angular, c'est potentiellement, on peut faire de la clean archi avec, mais c'est pas du tout fait pour ça. C'est que des dépendances dans tous les sens, tout est lié. Enfin, bref, c'est un framework front, c'est pas nécessairement super compatible. Mais du coup, ça parlait quand même dès l'époque de domain driven, quoi. Ok. Ma question, c'est est-ce que la clean architecture, c'est applicable dans absolument tous les cas? Est-ce qu'il y a des cas, on pourrait parler par exemple de petits projets, de projets un peu plus de taille un peu plus modeste? Est-ce que c'est applicable quand même? Est-ce qu'on perdrait trop de temps? Voilà, est-ce que c'est universellement applicable ou non, selon vous? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est une question d'habitude et que très clairement, typiquement, moi, je me fais des templates de clean architecture, je pars sur ce template-là et honnêtement, un petit projet, je débranche le cerveau parce que je trouve que pour réfléchir à la clean architecture est largement meilleur que justement un projet où on va pas avoir de structure, etc. de base et qu'on part un petit peu parce qu'on se dit que c'est un petit truc, etc. Sauf qu'un petit truc, ça reste jamais vraiment qu'un petit truc. Et du coup, en soi, si tu as l'habitude et que tu as déjà un template ou une façon de faire qui est déjà là, pour moi, la clean architecture, c'est partout. Ouais, je suis entièrement d'accord. En fait, à partir du moment où tu as pris un peu l'habitude de formater, d'architecturer ton code d'une certaine manière, et qui est assez lisible, en fait, finalement, par elle-même, en fait, tu prends l'habitude de le faire pour tout type de projet, quoi, peu importe. On l'a même fait, nous, dans un projet monolithe, mais modulaire. Donc c'est le même principe que d'avoir différents microservices, sauf que c'est des modules et ils peuvent communiquer entre eux qu'à travers certaines interfaces, des façades, quoi.
Et c'est aussi en archi hexagonal, tu vois. Hmm. Alors que c'est un gros monolithe avec plein de modules dedans. Ok. Et selon vous, du coup, c'est toujours préférable d'avoir une clénarchie plutôt qu'un monolithe, même dans le cadre voilà, d'un projet, encore une fois, de taille très modeste, où le monolithe n'est pas forcément quelque chose de. Même pour un POC, j'ai envie de dire, par exemple. Le POC, on n'a pas forcément le temps de vouloir partir sur quelque chose de très clean, de partir sur de l'exa. Tout dépend du POC en question, mais oui, si c'est juste pour tester une fonctionnalité, t'as peut-être pas besoin là. Si tu veux juste t'assurer qu'une certaine techno fonctionne dans tel cas, la qualité de ton code est pas. Enfin, c'est pas le but du POC, tu vois. Ça dépend qu'est-ce que tu veux poker, quoi. Oui, ça dépend du contexte du POC, parce que si par exemple t'es dans entre guillemets, une grosse entreprise, les POC ont tendance à finir en prod. Oui. Donc en soi, c'est toujours se rendre un peu service que d'avoir une base saine. Et en vrai, pour faire des tests aussi, si tu as envie de tester plein de scénarios, etc., bon, je dis pas non plus de partir en clean, mais de là à dire on fait tout en monolithe, je pense que c'est pas se rendre service, quoi. Là où je veux en venir aussi, c'est que j'ai l'impression que ces dernières années, il y a quand même eu un phénomène un peu de hype et de mode autour de la clean. C'est pour ça que je vous demande ça. Est-ce que c'est tout le temps applicable, tout le temps utile et tout? Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène de mode? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que c'est quand même bien que la cleanarchie, elle arrive quand même sur le devant de la scène parce que c'est quelque chose qui facilite la vie des développeurs? Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? D'un point de vue personnel, je pense que c'est une bonne chose. Après, de là, l'appliquer dans une boîte et sur un certain nombre d'équipes, c'est autre chose. Ça dépend d'où tu pars, ça dépend si tu as les gens qui ont la connaissance, parce qu'il faut pouvoir accompagner les différentes équipes pour pouvoir monter en compétence sur le sujet, modifier tout le code présent potentiellement. Et c'est coûteux en plus de migrer sur de la clean. Par contre, ça, on est d'accord, c'est très coûteux de migrer un projet existant sur de la clean en fonction de comment il est fait, encore une fois, mais ça peut être très coûteux. Ça peut être coûteux, après ça dépend si le projet existant est couvert par des tests fonctionnels qui te permet du coup de tester les non-régressions, ce genre de choses, tu vois. Ou si en effet tu pars de zéro et là c'est plus coûteux. Ouais. Moi j'aurais tendance à dire que en fait c'est pas vraiment une question de mode au sens il y a la hype, la clean architecture. J'ai l'impression que l'industrie a toujours eu un peu de retard et elle accepte que maintenant qu'au final la qualité de code c'est bien plus rentable que la vitesse à laquelle on code. Et qu'au final, la dette technique qu'on a accumulée avec toutes ces années on n'a pas particulièrement de pratique, la réalité a rattrapé un petit peu tous ces industriels qui se disaient qu'au final, c'était pas forcément utile d'avoir une qualité de code. C'est pour ça que le software craftsmanship, c'est un mot qui arrive maintenant, alors que c'est un truc qui aurait dû être dès le départ, qu'au final, tu as énormément de règles un peu KISS, DRA, etc., édulcorées. Au final, c'est solide. La clean architecture, c'est juste une méthodologie, c'est une extension de solide, mais c'est des méthodologies qui existent depuis toujours, que les ingénieurs, je pense, il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont dû râler et qui ont dû dire il faut qu'on fasse ça, et qui n'ont pas été écoutés, il fallait aller vite, il fallait délivrer, etc. Et je pense que c'est maintenant qu'on a une des techniques phénoménales qu'on s'aperçoit que en fait, c'est même pas une mode, c'est juste nécessaire, c'est plus rentable. Parce que du coup, la maintenance, elle tombe, les développeurs, il y a moins de turnover, parce que le code est plus agréable à maintenir ou à faire évoluer. Enfin, pour moi, c'est juste une réponse naturelle à ce qui se passe de trop de dettes techniques. Ouais. Et puis, quand tu as beaucoup de microservices, moi je l'ai vu chez Mythic, quand tu arrives et que tu découvres un peu l'archi hexagonal et tout, une fois que tu as compris un peu comment ça fonctionne, peu importe le microservice que tu ouvres dans ton IDE, tu sais comment c'est foutu et tu trouves direct les choses et tu perds pas 50 ans à comprendre pourquoi celui-là est fait comme ça, qu'est-ce qu'a voulu faire la personne, c'est quoi les patterns utilisés et tout, quoi. Est-ce que vous pensez du coup que c'est plus simple, par exemple pour un développeur junior, d'être onboardé sur un projet qui est fait en clean? Est-ce qu'il y a quand même une montée en compétence sur les concepts à avoir? Parce que tu dis que toi, voilà, t'ouvres le projet, tu comprends tout de suite ce qui se passe, ce qu'il y a, ce que tu es en train de lire. Je sais où aller chercher les éléments facilement, je comprends quelles sont les fonctionnalités principales du microservice, j'ai pas besoin de... C'est ça. Mais toi, tu connais un peu l'architecture exa. Est-ce que pour un junior, tu penses que c'est aussi une bonne manière d'être onboardé sur un projet? Si le projet est en exa, oui, de toute façon, il faut l'emborder dessus. Et après... Oui, de manière générale, ça donne un cadre qui est plutôt pas mal et des bonnes pratiques. Enfin, c'est surtout une question de bonnes pratiques. Et derrière, quand tu travailles en équipe, je trouve que c'est mieux d'avoir le même pattern pour discuter plutôt que chacun fait à sa sauce. Et du coup, ça devient un peu le spaghetti land où chacun met son bout de code un peu avec son petit pattern à lui dans son coin, quoi. Je rebondis sur ce que tu dis sur j'arrive sur un microservice, je sais déjà où je suis. Je pense que ça répond aussi à un problème que peut-être tu as moins en PHP.
parce que tu as des symphonies, des frameworks qui cadrent les choses depuis quand même un certain temps, Ouais. que Node.js, en fait, le gros défaut et le gros reproche qu'on lui a fait au tout départ, c'est il n'y a pas de framework, il n'y a rien qui cadre. Et au final, tu arrives sur 2 projets Node, ça peut être le jour et la nuit. Et je pense que ça répond aussi à ce problème-là. Et par rapport, tu sais, à la question du onboarding sur les juniors, etc., moi, je pense que ça va dépendre du background du junior en question. Parce que s'il a fait une école d'ingénieur un peu classique et que il a été formé à l'informatique avec des C, des Java, des trucs super orientés objet avec des couches d'abstraction partout, je pense que la transition va se faire très rapidement. Que si tu es quand même sur quelqu'un qui s'est auto-formé, qui va avoir fait que du JS pur, en tout cas, je sais pas comment en PHP ça pourrait faire l'allégorie, mais c'est le JS sans TypeScript, rien du tout, qui a fait des trucs qui marchent. Là, je pense qu'il y aura peut-être une transition un peu plus douloureuse. Ouais. Parce que du coup, là, il va découvrir tout ce qui est un couche d'abstraction, tout ce qui est concept un peu qui sont pas forcément clairs. Pour lui, ça marche, on s'en fiche. Donc voilà, moi je pense que ça dépend du background du junior. C'est marrant, je fais juste une rapide parenthèse parce que tu as dit un truc que j'ai trouvé intéressant. Tu as dit, vous en PHP, vous avez les frameworks et tout, donc ça va, alors que nous en JS, on pouvait jusqu'à récemment quand même faire un peu plus ce qu'on veut, un peu plus du coup n'importe quoi, forcément en fonction du développeur peut-être. Ouais. J'ai l'impression que c'est exactement le reproche qu'on faisait à PHP il y a quelques années et qui a donné la très mauvaise réputation à PHP et qui même encore aujourd'hui colle à la peau de PHP encore aujourd'hui. Nono, t'es peut-être bien placé pour le savoir. Je sais pas ce que tu penses de la cote ou de la réputation de PHP. J'ai l'impression que ça lui colle encore à la peau, alors que comme tu dis, Bastien, aujourd'hui, tous les outils, tous les frameworks de PHP font que c'est un langage très cadré. On a la chance maintenant d'avoir Symfony qui a quand même des années de maturité, on va dire. PHP 8 aussi qui est vraiment bien poussé avec beaucoup de bons principes qui arrivent et de nouvelles fonctionnalités. Mais c'est vrai que les gens restent sur cette vieille image, un peu comme JavaScript, mine de rien, hein, du jQuery. Je sais pas, en tout cas, je m'imagine. Après, encore une fois, ça fait un petit moment que je n'ai pas touché à l'écosystème PHP, mais je m'imagine difficilement un projet se lancer sans Laravel ou Symfony. Je m'imagine difficilement rare, en fait un projet. Il y a WordPress quand même qui fait 90% du web, mais oui, mais ça n'empêche que c'est pareil, c'est un framework, etc. Tu t'y retrouves, c'est pas un truc. Enfin, il y a des codes, tu sais à peu près où tu vas. Alors que Node.js, on a encore beaucoup de projets qui se lancent en Node pur, notamment pour des raisons de performance, etc. ou de souveraineté, parce que mine de rien, JS ça bouge tellement vite que le moindre framework qui a un breaking change, ton projet marche plus. Et en plus de ça, Node, d'un point de vue natif, commence à supporter le TypeScript. Mais tu vois, Node, pour le coup, c'est des projets qui peuvent encore se lancer dans framework. Et donc, ça peut vraiment aider à cadrer. Que PHP, encore une fois, j'imagine plus du tout un projet démarrer. C'est très rare. Ouais. Pour finir sur cette parenthèse-là, est-ce que quand même en JavaScript, maintenant, il y a quand même des frameworks qui arrivent à sortir leur épingle du jeu pour faciliter la vie aux développeurs, justement pour faire un peu comme des Symfony ou des Laravel, aider à avoir des architectures un peu plus... de faciliter en fait le fait d'avoir des archis un peu plus clean? Est-ce qu'il y a des frameworks qui émergent? Notamment Nest, je pense que là, Nest, c'est c'est le framework JavaScript côté back-end, même si Nest, ça reste quand même très flexible, très souple, et on peut faire n'importe quoi avec Nest. Peut-être plus facilement qu'avec Symfony, parce que Nest a été prévu pour faire beaucoup plus de choses, je pense, qu'un Symfony, dans le sens où il n'y a pas besoin d'extension, tout est là, et donc en fait, tu peux faire tout et n'importe quoi. Je pense que c'est aussi un peu, du coup, toujours un peu le défaut des écosystèmes JS. Mais ça arrive quand même. Nest va structurer les choses et va poser des nouvelles bases avec, de toute façon, les décorateurs. C'est très. Je crois que Symfony en utilise pas mal. C'est une syntaxe qu'on n'avait pas trop côté Node.js, en tout cas nativement, qui existe en TypeScript, mais là, Nest, il arrive. Ok. D'ailleurs, Nest qui est inspiré un peu de l'architecture d'Angular, non, c'est ça? Ah, mais c'est même pas inspiré. Ils ont littéralement repris la gestion de dépendance d'Angular avec les modules. Okay. Là, pour le coup, ils se divergent que récemment, où ils changent la façon dont les modules sont gérés, chargés, etc. Et il y a des features qui existent encore dans les modules Angular qu'il n'y a pas chez Nest et réciproquement, mais la base est la même. J'en profite pour dire, n'hésitez pas d'aller lire les articles sur le blog d'Eleven Labs qu'on a fait sur Nest notamment. Voilà, je glisse ça à bon entendeur. Mais revenons du coup sur notre sujet sur la clean. Je parlais du fait que la clean, voilà, la hype, tout ça, la mode. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec cette hype et cette mode, il y a aussi beaucoup de... comment dire, on va peut-être un peu loin aussi dans l'intellectualisation de la clean architecture. Je sais qu'il y a beaucoup de concepts, beaucoup de termes très spécifiques à la clean. Faudrait tous les énumérer, mais là forcément il n'y en a aucun qui me vient forcément en tête, les value objects, les machins et tout. Je sais qu'on ne les utilise pas tous forcément dans une archi clean, qu'on n'a pas besoin forcément de tous les utiliser
pour dire qu'on fait de la clean. Alors peut-être que vous avez un avis différent, peut-être qu'on ne fait pas de la clean si on n'utilise pas tout. Mais est-ce que on ne perd pas parfois un peu les gens à vouloir apporter trop de concepts différents voilà, est-ce qu'on perd pas les gens avec tout ça? Ça dépend. Bah, moi, je suis partisan du KISS, Keep It Simple, Stupid. Ouais, Et du coup, je trouve que ça marche bien avec l'archi hexagonale, par exemple, parce que tu peux juste avoir... t'as juste à séparer ta couche application qui va être très simple et communiquer avec des interfaces avec l'infra, et du coup ton domaine à côté. Et en fait, ça te permet d'avoir un code simple, où en fait tu comprends en lisant juste ton use case ou ton handler, ce que ça fait, et du coup tu as juste une fonctionnalité qui est là, et toute bête. ok. Je trouve que ça simplifie la lecture plutôt que tu sais pas quel service appelle qui, quoi, dans quel sens, machin. Là, tu sais que tu ouvres ton dossier application ou use case, tu vas avoir les fonctionnalités de ton application, et du coup, tu vas juste ouvrir le fichier et dépiler la logique pour voir ce que ça fait, quoi. Ok. Ouais. Bah, je peux compter là-dessus en disant que au final, faut jamais perdre de vue l'objectif, à savoir que toute architecture est là pour faciliter la vie du développeur, c'est pas l'inverse. Et qu'une montée en complexité, elle doit être justifiée, elle doit être organique. On a besoin de faire ça ou d'avoir ça de manière plus vite ou plus rapide, etc. Et que effectivement, si on s'aperçoit que les couches d'abstraction dans tous les sens, les value object, etc., au final, ça rend le dev lourd et que c'est pas agréable d'aller dans le code et de faire des modifications, pour moi, c'est une régression. Et typiquement, il y a un truc, je pense, un des termes qui va arriver énormément à la mode dans les années à venir, si on suit la progression logique de l'industrie, c'est la DUX. À savoir, c'est l'UX pour le développeur. Est-ce que j'ai besoin de réfléchir énormément avant d'arriver à la conclusion de là, c'est forcément ici, là, ça marche forcément comme ça. Et je pense que dans ce sens-là, appliquer à la lettre tous les principes de la clean architecture, c'est contre-productif et il faut vraiment récupérer ce dont on a besoin et ce qui nous facilite la vie, quoi. Ok. Pour finir sur ces côtés, un peu les défauts qu'on peut parfois entendre par rapport à la clean, il y a aussi la fameuse question de où est-ce que je mets ça. Donc, je donne l'exemple, mais on fait un DTO, on se dit, mais attends, lui, je le mets dans l'infra, je le mets dans le domaine et tout, machin. Est-ce qu'on n'en vient pas aussi à se poser ce genre de questions qui, au final, sont peut-être... je sais pas si c'est... Moi, je trouve ça peut-être un peu contre-productif. Est-ce que c'est intéressant d'en arriver à se poser ces questions-là? Est-ce qu'il vaut mieux se poser ces questions-là plutôt que se poser des questions un peu plus dérangeantes sur justement tout ce qui est règles métiers, etc., dont on parlait au début? Au moins, on a séparé ça et on sait que ça va fonctionner. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, d'en venir à se poser ces questions-là, de où est-ce qu'on met les choses? Je pense que c'est important de se poser ces questions-là, mais surtout au sein de l'équipe avec laquelle tu travailles. Ouais. Et au sein de cette équipe ou de ces équipes. Parce que le plus important, c'est de se mettre d'accord sur la manière de faire les choses et d'utiliser que cette manière-là après que cette règle-là. Parce que de ce que je comprends, il n'y a pas une bonne manière de faire les choses. Ah non. De ce que tu Mais exprimes. dans aucun système, aucune architecture, faut pas s'imposer vraiment. Et Ouais. justement, je pense que le plus important, c'est de se mettre d'accord sur un pack de règles, on va dire, avec ton équipe et de s'y tenir, quoi. Et comme ça, tu auras un truc qui est assez cohérent et tu vas éviter de partir dans tous les sens. Ok. Mais c'est intéressant parce que ça permet aussi de dire peut-être aux gens qui s'intéressent à la clean et qui sont peut-être un peu débutants en clean, de les rassurer sur le fait qu'il n'y a pas forcément une manière stricto sensu de faire et on fait que comme ça. Et parfois, du coup, tu te poses ces questions-là et tu te dis, mais attends, mais un pro de la clean, où est-ce qu'il mettrait ça? Là, si je le mets là, peut-être que je vais faire une grosse erreur et qu'on va me machin et tout. Intéressant, c'est de dire aux gens, il faut parfois aussi, en fonction du projet, prendre des décisions, prendre la décision de faire ça, et que c'est pas forcément moins bien. Et que tant que l'équipe est d'accord sur la façon de faire, c'est ça aussi qui est important. Du coup, au final, pour les DTO, en fait, au final, là, je pense que la question était inspirée d'un workshop où justement, c'était moi qui me prenais la tête de savoir où est-ce que je les mettais. Pas du tout inspiré de faits réels. Et en fait, le truc, c'est que du coup, typiquement, ce workshop, et même, je me serais aperçu tout seul, de toute façon, au bout d'un moment, c'est que je me questionnais sur où est-ce que je mets tel truc, etc. Et au final, la réponse, elle est devenue hyper naturelle parce que je les mettais à un endroit. Je me suis aperçu qu'à force, c'était pas du tout pratique. Et je les ai changés d'endroit. Et là, maintenant, c'est pratique. Et qu'au final, c'est peut-être pas forcément parfait, etc., dans la clean architecture, mais ça me rend service. Et en fait, la clean architecture, je pense qu'elle devrait répondre à une seule et unique question, c'est si demain, j'ai envie de faire sortir telle fonctionnalité de mon programme et que je le mets dans un microservice ou ailleurs, on change de DB, ou en gros qu'il y a un énorme changement d'infrastructure, est-ce que j'y suis sensible et à quel point?
Et si en gros la question c'est je suis pas sensible et c'est très facile de changer ou de mettre dans un microservice, de changer de DB, bah c'est bon, ton architecture elle répond à tous les critères. Que tu aies fait des value object ou pas, des TTO dans tel truc, on s'en fiche. Au final, le but du jeu c'est d'arriver à avoir une vélocité incroyable parce que la DUX elle est confortable et en plus de ça qu'on puisse faire sortir un maximum de choses le plus vite possible. Ok. On parlait tout à l'heure du fait que migrer d'un projet standard à de la clean, c'est pas forcément autant coûteux que ce qu'on veut croire. Ça l'est quand même peut-être un peu à l'échelle d'un sprint ou de plusieurs sprints peut-être. Comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser les fonctions un peu plus managériales ou même un PO, un PM, du fait de la nécessité à un moment donné de prendre de la capacité de l'équipe de dev, la capacité du sprint si on fonctionne en manière agile, pour essayer de migrer sur de la clean. Comment est-ce qu'on fait pour leur dire que ça va être utile, que ça va permettre de faciliter la vie, d'accélérer peut-être les développements à l'avenir? Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça, le fait de devoir argumenter comme ça sur le fait qu'il faut prendre du temps pour migrer sur de la clean? Je sais pas. Je pense que c'est la même question qui se pose un peu pour tous les refactos qu'on veut faire, peu importe vers quoi on tend, de manière générale. Peut-être que si jamais tu es dans une position où c'est compliqué de prendre du temps pour refacto, justement, peut-être avant d'essayer de refacto l'existant, essayer de le faire sur une nouvelle feature, parce que de toute façon, il faut qu'elle soit développée, donc essayer de partir peut-être dans le bon sens sur les nouvelles features. Et si on voit que ça marche bien, on aura peut-être plus de levier pour dire, bah voilà, maintenant les anciennes features bah, elles nous posent problème parce qu'elles sont mal faites, et du coup, on aurait besoin de les faire comme avec les nouvelles normes qu'on s'est imposées, tu vois. Et montrer que ces nouvelles normes, bah, en fait, elles nous facilitent la vie, que ce soit en termes de tests, en termes de maintenabilité, en termes de monitoring, j'en sais rien, tu vois. Et essayer peut-être de jouer là-dessus, quoi. Ok. Ouais, effectivement, parce que finalement, la refacto, bah, quand l'objectif c'est de faire sortir le métier, ça sous-entend de bien le connaître et que, bah, mine de rien, si ton code il a 10 ans, potentiellement le métier, tu vas peut-être moins facilement le voir, le distinguer dans un vieux code. Que bah, des nouvelles features, t'as pas ce problème. Et en fait, si je voulais le vendre à, du coup, à un manager, etc., ou quelqu'un qui n'est pas forcément tech, bah, en fait, c'est super pratique pour lui aussi parce que bah, du coup, il va plus facilement voir le métier concrètement, ce qu'il représente dans le code, que dans un code un petit peu monolithique ou qui a pas forcément de règles entre guillemets aussi saines. Alors, typiquement, là, ma PO, coucou Camille si tu nous écoutes, mais en gros, je lui fais sortir, en fait, vu que les tests, bah, du coup, unitaires, ils vont tester que du métier, je lui fais sortir tous les scénarios qui ont été testés unitairement sur ce use case. C'est très lisible pour elle, c'est facile à comprendre qu'est-ce qui a été couvert, qu'est-ce qui n'a pas été couvert. Et c'est, comment dire, c'est un gain en termes de compréhension entre la transition technique et PO que je trouve vraiment incroyable, en plus de tout le reste qui facilite notre vie à nous de développeurs. Du coup, c'est vrai que c'est important de plus en plus chercher à traduire un peu ce que l'on fait avec les autres fonctions. Tu parlais de comment est-ce que tu essaies de parler avec ta PO pour que la communication se fasse bien, qu'elle comprenne aussi toi ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait et tout. De plus en plus, il faut essayer de fonctionner comme ça un peu de pair et pas juste faire les trucs dans son coin parce que sinon on brise un peu le lien aussi et on perd peut-être un peu de confiance. Ah, c'est vrai Ouais, qu'en c'est ça. tant que dev, tu t'en rends compte au fur et à mesure de ton expérience qu'en fait, on fait pas du dev que pour de la tech, mais on le fait pour un produit, donc il y a des besoins, et du coup, c'est bien de communiquer avec les gens qui ont Oui, une ce notion de besoin-là. business derrière, Ouais. il y a pas que de la tech. Et pour moi, un bon développeur, c'est pas un mec qui sait bien coder ou qui est très bon en algorithme, etc. C'est quelqu'un qui communique bien. Parce que du coup, si c'est très clair dans la tête du produit où est-ce qu'on en est d'un point de vue technique et que réciproquement, on sait exactement ce que le produit attend de nous, déjà, on sera peut-être plus force de proposition en lui offrant des possibilités qu'il n'ait peut-être pas vues avant. Parce que la tech, potentiellement, il s'imagine des limitations qui n'existent pas, ou même l'inverse, il y a des limitations qu'il ne pensait pas possibles. Mais là, du coup, cette communication se fait encore mieux, je trouve. Ok. Bah, c'est marrant, tu dis c'est pas forcément un bon développeur, c'est pas forcément juste quelqu'un qui code bien. Est-ce qu'on fait quand même le distinguo entre clean archi et du clean code? Bon, clean code dans le sens quelqu'un voilà, qui respecte absolument toutes les bonnes pratiques, etc. Est-ce que ça existe quelqu'un juste qui va extrêmement bien coder mais qui va respecter aucune architecture? Est-ce que tu préfères travailler, on va revenir sur le tu préfères je pense, non mais travailler comme ça avec quelqu'un comme tu dis qui est un très très bon développeur au sens codeur on va dire, qui code extrêmement bien, voilà, c'est quand même sympa à lire, tu vois qu'il fait bien les choses, mais qui respecte aucune archi,
ou quelqu'un qui est un peu plus brouillon, mais qui va bien respecter quand même ce qu'on lui a dit sur, au moment de rejoindre le projet, sur je fais ça comme ça, je mets ça là, etc. Est-ce que vous avez une préférence? Ou l'autre? Moi, je vais dire que ça dépend du contexte et que ça dépend du besoin. C'est-à-dire que si je suis sur une grosse équipe avec un gros produit, un gros projet, j'aurais tendance à dire quand même que quelqu'un qui sait avoir des notions d'architecture, c'est hyper important. Ouais. Parce que là, du coup, potentiellement, il n'y a pas que lui qui va travailler, il y aura de la maintenance, etc. Que si, en gros, j'étais CTO de ma boîte demain et que je vois un mec qui code extrêmement bien, je le mets dans un coin, il fait un microservice, il me donne un contrat entrée-sortie, enfin, le microservice va tourner à la perfection, etc. J'ai pas besoin de lui demander plus. Et en soi, moi, c'est ce qui m'intéresse. Mais ça n'empêche que c'est quand même un cas un peu plus rare que malheureusement, en principe, on a quand même plus souvent des gros projets avec beaucoup de devs et l'architecture, pour moi, fait gagner bien plus d'argent que l'optimisation. Ok. Et surtout, d'un point de vue web, parce qu'on est quand même des devs web, C'est vrai. je vois moins l'intérêt d'un mec ultra capé en PHP, tu vois, qui t'optimise tout au poil de cul, alors que dans des trucs un peu plus de software ou script ou machin, là oui, ça peut être intéressant, tu vois. Mais c'est vrai qu'en web, vu qu'on travaille en équipe dans des trucs qui sont pas si complexes que ça, normalement, en termes de features, je vois pas trop l'intérêt. C'est edge case, quoi. Si Ouais. la complexité, elle arrive, parce que potentiellement, c'est pas impossible qu'elle arrive, Oui, en fonction et que du le truc métier, n'existe pas. Je sais que moi, dans une précédente expérience, il y avait des trucs très, 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 très précis où il fallait optimiser parce que du coup, ça faisait perdre un temps faramineux à tout le monde, etc. Il suffisait de mettre un mec super, super fort en algorithmie, en optimisation, etc. Puis le service, il prenait un gain de temps de fou, et au final, tu as quand même un peu un intérêt à avoir toujours de bons Oui, bien codeurs. sûr. Mais c'est rare, de plus en plus rare, je pense, parce que du coup, en général, quand tu as une trop grosse complexité ou il y a un trop gros besoin, il y a une entreprise qui va émerger, qui va le faire à ta place, le faire mieux, et qui va te proposer un service tout fait, quoi. Ouais. C'est C'est vrai. vrai qu'en web, du coup, on fonctionne plus souvent en réaction plutôt qu'en prévention de quelque chose. En réaction, dans le sens où là, on voit qu'il y a un petit souci, par exemple, de performance ou quelque chose dans cet ordre d'idée-là. En réaction, on va dire, là, on sait qu'il y a un point d'attention ici, on va améliorer, peut-être essayer d'améliorer la perf ou quoi. Ça ne nous empêche pas d'anticiper après, hein. On peut anticiper, mais je veux dire, j'ai l'impression quand même que comme c'est moins grave, comme ce qu'on vient de dire ici, euh, on peut s'autoriser à faire plus de réactions quand même. D'une manière générale, tu veux pas que tes API soient trop lentes à répondre. Mais Tout en de effet, même. on va plutôt monitorer une fois déployé ou pendant les tests. Et après, on va juste surveiller que ça s'augmente pas au fur et à mesure du temps pour X ou Y raison, quoi. Ouais, je pense. Après, je reviens quand même sur le côté anticipation. Il y a des trucs qu'il faut anticiper. Bien sûr. Parce que typiquement, je sais pas, je dis une bêtise, tout ce qui est architecture un peu scalable, like Event Broker, etc., tu peux pas vraiment, comment dire, être en réaction. Si par exemple, je dis une bêtise, tu as un callback local dans ton application, tu montes à 2 pods, ça marche plus. Il faut forcément que tu mettes un broker entre les deux. Et ça, en fait, malheureusement, c'est pas une réaction que Oui. en prod, tu peux pas particulièrement dire, on peut pas scale parce qu'en fait, c'est pas fait pour. On est d'accord. Mais du coup, tu peux pas toujours être en réaction. Faut quand même anticiper un Le minimum. côté scalable, de toute façon, oui, tu peux pas l'inventer. Ouais, ça, voilà. bien sûr. C'est Ça, pas un oui. truc que tu peux rajouter en plus, Ouais, ou bien alors en sûr. tout cas pas facilement. On est d'accord. Petite question, je ne sais pas si elle a une réponse. Et la clean architecture, bon, c'est toujours quand même bien d'actualité, comme on l'a dit. Est-ce que vous voyez quand même émerger des alternatives ou des types d'architecture dont on parle moins, mais qui existent, qui font peut-être similaires, différents? Je dirais que les principes de la clean sont tellement génériques que ça s'applique un peu à tous les cas. J'ai Est-ce qu'on pas peut dire de- que la clean, c'est limite un framework qui a ensuite des architectures un peu plus concrètes qui vont implémenter ce framework-là? J'aurais tendance à dire que la clean architecture, et la méthodologie, c'est un plugin solide. C'est le plugin de solide, c'est une extension, c'est vraiment la méthodo, comment vous voulez faire, entre guillemets, les choses bien, etc., basé sur des principes qui datent avant votre naissance. C'est Ça remet les idées en place. c'est des trucs avec lesquels on a envoyé des fusées sur la Lune, etc. Donc, il y a un moment, ça va, c'est éprouvé. Et du coup, c'est peut-être une méthodologie pour arriver à appliquer Solid peut-être plus facilement. Je pense que le seul cas où vraiment on pourra pas l'appliquer, c'est les trucs qui sont en train de. Enfin, je sais pas si ça se fait toujours, mais que les gens essayent de faire ces espèces de nano-services. Les trucs en fait qui Ah oui. sont des services où en fait c'est qu'une seule fonction. Et du coup, vu que c'est qu'une seule fonction. C'est tu du peux- RPC, mais nul. Ouais, voilà. Mais je veux dire, tu sais, ça existe avec les lambdas, ce genre de choses maintenant. Mais du coup, c'est pas vraiment des nanoservices.
Ouais, mais tu vois, c'est des services qui sont tellement petits que en fait, je sais même pas si ça a du sens de parler d'architecture pour ces trucs-là, vu que c'est une seule fonction a priori. Bah, du coup, tu parles de serverless ou tu parles de RPD, tu sais, de remote Ouais, procedure ouais, call, ouais. etc. Mais je pense qu'un nano-service, ça a pas vraiment. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment dans les lambda, etc. C'est Ouais, bien plus. sûr. Je parlais juste en termes d'application, c'est un peu la seule limite que je vois où en Ah effet oui. on pourrait pas appliquer Dans ce sens-là. de l'archi hexagonale ou de la Mais ça, clean c'est archi parce que là-dessus. du coup, quand tu es en RPC, l'idée, c'est aussi de dire, bon, vas-y, en gros, c'est au final, qu'est-ce que ça te, comment dire, qu'est-ce que ça t'empêche avoir autant de couches d'abstraction. Ça t'empêche un peu d'avoir ce côté très performant. Mhm. Et au final, qui fait du RPC dans la vraie vie et pas juste pour dire qu'ils en font, c'est Netflix et autres, parce Ouais, que ouais, bah, c'est le ça. streaming, ça consomme de fou. Ouais, Et bien en sûr. fait, là, on embrasse la dépendance, on dit il y a des dépendances partout et on est plus efficace. Mhm. Mais c'est au prix, encore une fois, de bah, si demain il y a un gros changement, c'est compliqué. Quoi. J'ai une dernière question pour vous, c'est est-ce que vous avez des ressources peut-être à conseiller? Alors, peut-être des livres, mais je sais pas si, Bah, si vous avez des livres à le livre conseiller. Clean Architecture est bien fait C'est en vrai qu'il y a fait. le livre Clean. Et mais je sais pas si du coup il y en a qui peut-être ils l'ont lu ici. Non. Moi, je l'ai pas lu. Du coup moi je me suis fait, je me suis prêté un peu à l'exercice. J'ai lu le livre. Et ben en fait le livre il est en 3 parties. Il y a une partie théorique dans laquelle bah, il va balancer tous les concepts à la chaîne. Donc les use cases, les domaines, tout ce que tu veux, value architecture, enfin les value objects. Il y aura une deuxième partie où c'est que des exercices. C'est du Java. Mhm. Je le précise. C'est du Java, je crois qu'il y a un peu de TypeScript, je suis pas allé encore jusqu'au bout. Enfin bref, il y a du code quand même un peu orienté, ça sera pas du PHP. Mhm. Oui, c'est sûr, j'imagine. Après, Euh, on sait normalement un petit peu lire le Non le mais Java, ça n'empêche voilà. que je précise pour Mais ceux oui, t'as potentiellement qui sont peut-être un peu plus juniors et qui vont peut-être avoir encore un peu de mal à s'abstraire d'un langage. Mhm. Attention, c'est pas forcément les langages que vous faites. Du coup, il y a une partie exercice et une partie du coup conseil, etc. Ouais. Mais du coup, bah, je pense que le livre Clean Archi est justement très bien parce qu'il reste pas théorique et qu'en fait, il te dit en intro que bah, tu veux être un bon développeur, tu lis le livre, tu veux être un très bon développeur, tu fais l'exercice. Donc je pense que C'est pas mal, ça donne envie. D'autres ressources, livres encore, mais peut-être même vidéos, articles. Je sais pas si vous avez les articles Eleven. des articles et on en a Ouais. peut-être qui parlent de Il de y en la a, clean. ouais. Ouais, il y en a quelques-uns. Moi, j'avais bien aimé aussi certains. Sur le blog d'Octo, il y a des ressources pas mal. Mhm. J'avoue que j'en ai trouvé des trucs cool. Après, j'avoue que je suis pas très théorie en vrai, donc j'aime pas trop lire les trucs. C'est sur- au jour Je le suis assez jour, d'accord, j'aime bien ouais. pratiquer Ouais, je et préfère comprendre pratiquer, de ouais. manière organique pourquoi c'est Ouais. fait. Je suis assez d'accord. Je suis l'exemple du gars qui a essayé de faire beaucoup de théories sur la clean avant de mettre les pieds dans le plat, mais qui a réalisé qu'il y avait plein de trucs qu'il n'avait pas bien compris. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que ton workshop était pas mal, parce que je me suis rendu compte, par le fait que tu présentes des cas concrets, qu'il y avait des trucs, j'étais en mode, je pensais avoir bien compris ça, et en fait, pas tant. Et en fait, la réalité, c'est que, comme tu dis, voilà, il faut absolument pratiquer. Mais après, ça, je pense que c'est vrai pour tout. Hein, mais, Et encore une fois, la manière dont je l'ai présenté, c'est pas forcément la meilleure des manières. Non, mais hein, c'est ta c'était manière juste à toi. Une manière de faire. Et ça a permis Mais ça d'apporter suffit, hein, franchement. d'apporter une discussion quand même, Ah tu oui, bien vois. sûr. Mais la pratique, voilà, je jette un pavé dans la mare. Mais la pratique, c'est le plus important pour apprendre de manière générale. D'où le livre est vraiment bien fait. Et, Oui. et on Oui, tu revient au m'étonnes, livre du coup. S'il y a des cas pratiques. Ouais, c'est vraiment un tiers du livre. Ok. Donc, Top. Bah, du coup, merci à tous les deux d'être venus, Avec d'avoir accepté plaisir. de venir. Merci. C'était trop cool. On a bien parlé de Clean Archi, ça m'a fait plaisir. Moi, j'adore parler de ça. Donc voilà, c'était trop cool. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre une petite note, un petit commentaire. Cette fois, normalement, ce sera filmé. Normalement. Voilà, la dernière fois, scoop pour le dernier épisode, mais on a eu un petit problème avec les caméras. Et j'espère que là, ce que je dis, Putain, on est savait qu'on réel. était filmé, on a pris tous les deux le truc Eleven là. Ouais, c'est clair. C'est ça, voilà. Moi, j'avoue, voilà, je suis un mauvais élève. Mais voilà, donc n'hésitez pas à mettre une petite note, un petit commentaire. Et puis, également, à aller consulter hein, le blog d'Eleven Labs ou même le... Potentiellement, je ressors un article sur la Clean Archi. Ah. Et ça, c'est important. Peut-être que l'article sera sorti au moment où le podcast... Peut-être pas à ce point. Je sais pas combien de temps ils mettent à sortir les posts. je pense que d'ici quelques jours... Ouais, Je dis ça, j'en ai aucune idée, ok. Je vous rappelle que l'agenda de ce podcast est un chaos total. Mais voilà, en tout cas, le prochain devrait arriver quand même assez rapidement. Rapidement est un mot relatif, hein, surtout voilà, au niveau de notre planning. Mais voilà, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Merci à vous d'être venus. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Astrocast. Merci, salut.